Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Vaspart, rapporteur de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Mon cher collègue, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci. Madame la Présidente, Madame les Ministres, mes chers collègues, l'océan recouvre plus de 70% de la surface du globe. Il est particulièrement affecté par le changement climatique qui entraîne un réchauffement de la température de l'eau, une acidification de sa composition et une dilatation de son volume. Ce dernier effet entraîne une élévation du niveau des mers, d'autant plus rapide qu'il se combine avec la fonte des glaciers, des montagnes et des calottes glaciaires dans les zones polaires. Les experts redoutent une élévation du niveau moyen des mers de 25 à 82 cm à l'échéance 2100, avec d'importantes conséquences pour la frange littorale où seront concentrés 80% de la population mondiale en 2050. La France métropolitaine et d'outre-mer ne sera pas épargnée, même si notre pays n'est pas dans la situation de subsidence que connaissent les Pays-Bas, pour lesquels un relèvement mineur du niveau de la mer peut entraîner la disparition d'une part conséquente de leur territoire national. Cette élévation exposera davantage nos territoires au risque de submersion marine et d'érosion côtière, dont nous devons, dès aujourd'hui, anticiper les conséquences. Ainsi, la politique de gestion du trait de côte a progressivement évolué au cours des dernières années. L'approche historique consistait à tenter de maîtriser la nature par la construction d'ouvrages de défense contre la mer, digues ou brise-lames. Ces ouvrages, qui recouvrent 20% du linéaire côtier, se sont avérés coûteux, souvent peu efficaces, voire contre-productifs, en aggravant l'érosion à long terme ou le déplacement de celle-ci. Depuis les années 90, on est passé à une approche plus environnementale qui tente de gérer les causes de l'érosion plutôt que ses effets, en privilégiant l'anticipation, par exemple, à travers le rechargement ou le drainage des plages, l'accompagnement de la mobilité des dunes. En 2009, le Grenelle de la mer a recommandé que la France se dote d'une stratégie nationale et d'une méthodologie de gestion du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer. À l'issue des travaux d'Alain Cousin, député de la Manche, cette stratégie nationale a été adoptée le 2 mars 2012, puis mise en œuvre à travers le premier plan d'action 2012-2015. Elle est notamment à l'origine de l'appel à projets sur les relocalisations des activités lancé en 2012 dans 5 territoires fortement menacés par ces risques. Depuis le 22 janvier 2015, cette stratégie fait l'objet d'un suivi par un comité national présidé par 2 députés, Pascal Gaulle, député de la Gironde, et Chantal Berthelot, députée de Guyane, qui sont également co-auteurs de la présente proposition de loi, dont Pascal Gaulle est la rapporteure à l'Assemblée nationale. Le premier axe de travail du comité de suivi a porté sur l'amélioration de la connaissance de l'évolution du phénomène d'érosion et des dynamiques hydrosédimentaires. Ce volet s'est en partie traduit dans la loi biodiversité du 8 août 2016 et a fait l'objet d'actions prioritaires. Elles ont abouti à l'élaboration de la première cartographie nationale de l'évolution du trait de côte. Une seconde carte enrichie de données plus récentes sera bientôt publiée et à la mise en place progressive d'un réseau national des observations du trait de côte. Le second axe de travail porte sur l'élaboration de stratégies territoriales et se concrétise par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Elle met en place un cadre juridique et des outils d'aménagement du territoire qui prennent en compte la temporalité propre au phénomène du recul du trait de côte. Au-delà de la nécessaire intégration de ces stratégies nationales et territoriales dans la hiérarchie des normes d'urbanisme, ce texte propose 2 mécanismes pour concilier risques littoraux et maintien des logements et des activités dans les territoires menacés. Le premier mécanisme est un zonage intermédiaire entre les zones rouges et les zones bleues des plans de prévention des risques naturels dans les nouvelles zones d'activité résilientes et temporaires qu'on appelle ZART. Des constructions, des aménagements et des exploitations pourront être implantées, utilisées et déplacées pour une durée déterminée en fonction du risque. Les modalités de préemption et de délaissement des biens dans ces zones sont adaptées afin de faciliter leur acquisition par la puissance publique et d'éviter les friches. Le second mécanisme est un nouveau type de bail, le bail réel immobilier littoral dit BRILi, qui sera conclu dans les zones d'activité résilientes et temporaires, donc dans les ZART dont je parlais tout de suite. Ce bail permettra aux collectivités de céder la propriété temporaire d'un bien menacé à un preneur en lui concédant des droits réels. La spécificité de ce contrat, conclu pour une durée comprise entre 5 et 99 ans, réside dans la mention du risque du recul du trait de côte et des obligations de démolition du bien en cas de réalisation de ce risque avant le terme du bail.
Ces dispositifs sont complexes, mais ils sont attendus. Ils apportent des premières réponses aux collectivités volontaires qui sont aujourd'hui désarmées face au risque de recul du trait de côte. Pour cette raison, notre commission a adopté une série d'amendements techniques visant à rendre plus opérationnels les mécanismes des ART et des BRILI. La commission s'est en revanche interrogée sur le volet financier, Madame la ministre, en particulier en ce qui concerne la création d'un nouveau fonds d'adaptation au recul du trait de côte proposé par le Gouvernement. Le problème ne vient pas tant de la logique consistant à vouloir réserver le fonds Barnier à des situations d'urgence causées par des risques naturels majeurs, plutôt qu'au financement des mesures d'aménagement du littoral. Il porte davantage sur l'absence de précision quant aux modalités de constitution de ce nouveau fonds à quelques mois des prochaines échéances électorales. Je le dis ici, il n'est pas question d'accepter une contribution des collectivités locales en substitution du fonds Barnier sans qu'il y ait eu un minimum d'échanges et de concertation avec les associations d'élus. Dans l'attente de détails concrets sur le niveau et l'assiette de son financement, sa gestion quotidienne, son entrée en vigueur et les critères d'éligibilité, la Commission a privilégié le recours au fonds Barnier, qui présente l'avantage d'exister et dont la situation financière conduit à penser qu'il pourrait prendre en charge des dépenses induites par la gestion du risque lié au recul du trait de côte. Madame la ministre, je m'étonne d'ailleurs du double discours du Gouvernement qui, d'un côté, souhaite limiter le recours au fonds Barnier, s'agissant pourtant de la gestion d'un risque naturel, et de l'autre, prélève 125 millions d'euros sur les ressources de ce fonds en loi de finances afin de tenir les objectifs en matière de déficit public. De plus, notre commission regrette que le calendrier d'examen du texte conduise le législateur à se prononcer sur le financement d'un dispositif alors qu'il n'en mesure pas réellement l'ampleur. Le CEREMA a déterminé un premier ordre de grandeur pour le bâti susceptible d'être affecté à différents horizons temporels, 2026, 2040 et 2100. Les estimations seraient ainsi de l'ordre de 800 bâtiments impactés en 2040, 4 000 bâtiments impactés à l'horizon 2100, soit 10 000 logements et 1 000 locaux d'activité. Des études plus fines sont actuellement en cours au CEREMA et il aurait été judicieux d'attendre les résultats. S'agissant du calendrier d'examen de cette proposition de loi, je regrette également qu'il ne nous laisse pas le temps d'expertiser la situation outre-mer. En Guadeloupe et en Martinique, il reste toujours plusieurs milliers d'occupations sans titre de la zone des 50 pas géométriques, s'agissant de populations durablement installées depuis parfois plus d'un siècle. Or, cette zone étant par définition la plus menacée par l'élévation du niveau de la mer, le BRILI pourrait être judicieusement utilisé pour accompagner la régulation foncière. Qu'envisagez-vous, Madame la ministre, à ce sujet ? Enfin, notre commission a estimé que cette proposition de loi ne saurait être complète sans évoquer la question de la loi Littoral. Vieille de plus de 30 ans, celle-ci a été rédigée à une époque où les risques liés au changement climatique n'étaient pas pris en compte. Elle constitue aujourd'hui un frein à la relocalisation des activités menacées par le recul du trait de côte. On se retrouve dans une situation paradoxale où des collectivités ayant élaboré des stratégies locales pour faire face à l'érosion côtière sont actuellement bloquées pour les mettre en œuvre, alors qu'elles ont répondu aux appels à projets du Gouvernement sur la relocalisation. C'est notamment le cas à Lacanau. Nous avons par conséquent introduit une série de dérogations à la règle d'urbanisation en continuité afin de permettre le recul stratégique des activités en autorisant notamment l'urbanisation des dents creuses dans les hameaux, la création de ZART en discontinuité ou le recul des installations agricoles, forestières et de cultures marines. Nous avons également procédé à un alignement sur la loi Montagne afin de permettre la construction d'annexes de taille limitée. Toutes ces dérogations sont encadrées par de nombreux garde-fous. Elles ne sont pas applicables dans les espaces proches du rivage, je veux même le répéter une deuxième fois, c'est-à-dire en co-visibilité avec la mer. Il ne s'agit absolument pas de remettre en cause la loi littorale, mais de l'adapter aux nouveaux enjeux des espaces littoraux et des graves risques juridiques encourus par les maires et les collectivités du littoral. Je tiens à remercier Philippe Bas, président de la commission des lois et rapporteur pour avis de ce texte, d'avoir accepté le principe de rédiger un amendement identique dans les deux commissions sur l'urbanisation des dents creuses. Au total, notre commission a adopté 31 amendements, dont 15 présentés par la commission des lois, signe d'un travail collaboratif de qualité qui s'est déroulé dans des délais extrêmement contraints. Je vous remercie.
Merci.